bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy. On va parler, Fernand, de la performance de Sean O'Malley, mais avant ça, comment ça va? Moi, ça va, je vais bien. Et toi-même, comment Ça... vas-tu? Écoute, ça va très bien, ça va très bien. Justement, Sean O'Malley qui a choqué la planète, nous les premiers, hein. Je pense que vous aviez vu Aljamain Sterling était favori des bookmakers. Nous aussi, on voyait une victoire d'Aljamain Sterling, mais quel coup d'œil! Il est fort. Il est fort, il n'y a rien à dire. Il est fort. Enfin, j'arrive pas à croire qu'on est là et Sean O'Malley est champion du monde. Ça fait bizarre, en fait. Ça fait bizarre de voir Sean O'Malley champion du monde, d'entendre Sean O'Malley, il va défendre une ceinture de champion du monde, tu vois. Euh, je ne le voyais pas du tout gagner. Et pourtant, c'est mon gars, j'y ai toujours cru. J'ai souvent parlé de lui en mode c'est le futur, il est bon, Nani. Je parlais de lui comme un artiste qui peint des tableaux, machin. Voilà. Mais là, pour le coup, quand tu vois que Aljo a réussi à faire tomber un mec qui est champion olympique de lutte et qui n'a pas su faire tomber euh, Sean Sean O'Malley, O'Malley, blessé à la côte, qui n'a pas fait le grappling pendant 6 mois. Alors, c'est parce que les 6 semaines, déplacements, 6 semaines, 6 semaines, 6 six semaines, semaines. 6 semaines, je Ouais. raconte n'importe quoi, 6 semaines. Donc, il, il- c'est quand même un mec, je pense que ses déplacements étaient pour beaucoup, mine de rien. Je pense que, alors, Aljamain Sterling explique qu'il n'a pas voulu le faire tomber pour ne pas faire un boring fight et qu'il voulait rendre le fight un peu entertaining. Et du coup, voilà ce qui lui est arrivé. Mais je pense qu'il n'a pas eu il n'y avait pas le bon spot pour pouvoir shooter son takedown. Parce que les déplacements, parce que la manière de faire de Sean O'Malley, et bah voilà, on a Sean O'Malley qui est champion du monde à l'UFC. Et c'est juste fantastique. Moi, j'aime ça. J'aime que ça bouge, que ça change, c'est une bonne chose. Mais tu penses qu'on peut avoir un long règne? Parce que là, ce qui se passe, c'est que tout le monde est en train de dire, bon, quand il y aura Merab, ça va être compliqué. Ça dépend. Déjà, il n'y aura pas Merab. Oh, d'abord, il y aura Chito Vera. Voilà. Mais je pense que Donc, ça va bien se passer. Donc, du coup, moi, je pense qu'il passe Chito Vera. Je ne le vois pas finir Chito Vera, mais je pense qu'il va le battre, mais pas le finir, parce que Chito n'est pas simple. Il a un jab clinique, un jab éduqué. Il a une boxe qui n'est pas simple. Tu peux pas te planter devant lui et faire ce que tu veux en boxe, tu vas prendre cher. Euh, mais je pense qu'il va gagner. Et s'il gagne, et que derrière ça, il passe par Sandhagen, il gagne. Donc, ça veut dire que s'il s'organise bien et que l'UFC ne l'oblige pas à aller affronter des mecs compliqués, il pourrait s'en sortir à faire 2 défenses de ceinture. Il pourrait calmement défendre la ceinture de Bantamweight 2 fois. Et, et honnêtement, moi, je pense sincèrement que c'est le meilleur striker de Bantamweight à l'UFC. Et c'est une division où il y a des très bons strikers. Hmm. C'est l'une des divisions où quasiment la totalité du top 10 est très bon en boxe. Et dessus, il a. Enfin, alors, il n'est pas complètement bon en pied-point, mais il est bon en timing de pied-point. Il me rappelle beaucoup le- quand Connor disait le timing par la vitesse. C'est de ça qu'on parle. C'est qu'il y a un niveau de timing dans ce qu'il fait qui le rattrape, qui l'aide à rattraper les lacunes qu'il pourrait avoir en boxe. Et c'est génial. Et tu penses que là, Sean O'Malley, ce qu'il est en train de faire et la performance qu'il y a eu hier, est-ce que c'est quelque chose où, comment? Moi, ce qui m'a impressionné aussi, c'est tout l'avant-combat où on voit que le gars était vraiment transparent sur ce qui se passait. Il est bon. Il est bon surtout, à part la presse conférence où il n'est pas, où je le trouve pas bon. Je trouve qu'il a tout ce qu'il faut pour être vendeur. Il lui manque l'intonation et l'emphase lors de ses presse conférences. On peine à comprendre ce qu'il dit. On peine à l'entendre.
Il y a des gens qui sont pas. Tu prends le cas de Yann Gary, c'est ça? Ouais, Yann Gary, par exemple, qui arrive à la presse conférence et qui va s'arc-bouter sur un délire comme quoi Neil McNeil aurait dit qu'il a mis les fessées, qu'il est habitué à mettre des fessées aux enfants, et donc il va lui mettre une fessée à lui. Et donc lui, il s'accroche dessus et il dit, bon, c'est une honte, tu ne devrais pas faire ça, tu ne devrais pas mettre des fessées aux gosses et tout, on n'éduque pas les enfants en leur mettant des fessées. Show your mouth, assieds-toi, ferme ta bouche, t'as rien à dire, les journalistes ne lui disent rien, ne lui parlez pas. Ce n'est pas tant ce qu'il dit qui est important, c'est qu'il il domine toute la plateforme. Il est en mode, il prend le stage, quoi. Il parle fort, il articule, voilà. Et Sean O'Malley, on peut ne pas comprendre ce qu'il dit en presse conférence. Mais au-delà de ça, il a tout. Il a l'histoire qui est fabuleuse. Ce jeune gosse qui était tout gringalé, qui avait peur du sport la première fois, il regarde des images de MMA, il flippe, quoi. Il pleure, enfin, il est effrayé. Finalement, il va se lancer au sport de combat et il devient aujourd'hui un champion. Il a une coiffure atypique, il a des couleurs bizarres, il est tout maigre, il est dans une catégorie où les gars sont short en général, et lui il fait 1m80. Il a ce qu'il faut. Il a même les punchlines. À la presse conférence post-fight, quand il dit qu'il va battre Devonte, c'est beau comment il le glisse calmement, en mode, oui, je ne Gervonta sais pas ce Davis, que. ouais. Ouais. Ouais, Gervonta Davis. Il dit, bah, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais aller, je pense que je vais aller battre Gervonta Davis. Et il glisse ça comme ça, gentiment. C'est une grosse punchline. C'est dommage que ils ne mettent pas de l'emphase dessus, que ça accompagne un peu le truc. Il est très bon dans ce qu'il fait. Et il va le faire parce il choisit la bonne voie. Il s'est dit, je ne vais pas aller en frontal. Il dit, bon, quand c'est un gros combat qui peut avoir beaucoup de sous, l'UFC est chaud à m'accompagner dessus. Donc, il y a moyen qu'on fasse quelque chose et tout. Il a quelque chose. Et il a aussi ce calme-là. Est-ce que tu imagines que le mec est blessé à la côte, il n'a pas fait le grappling pendant 3 semaines, pendant 6 semaines, décidément. Il n'a pas fait le grappling pendant 6 semaines. Et il se présente, et il ne dit rien, il est stoïque, il n'y a pas de problème, le combat commence. Il sait juste que je ne peux pas aller au sol. Si ce mec tient mes côtes, je peux pas tenir. Donc je vais pour le sol. C'est mort, je vais pour le sol. Et il va le faire. Il va continuer, il va faire le premier round, il va faire le second round comme ça et tout. Il a quelque chose. Et aujourd'hui, moi j'ai l'impression, avant il y avait Conor McGregor qui était la plus grosse superstar, aujourd'hui il y a Adesanya, là c'est vraiment la naissance d'un phénomène avec Sean O'Malley. J'ai l'impression que ces strikers qui sont insaisissables, c'est vraiment le package parfait. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils sont, entre guillemets, si rares à produire? Parce que c'est un travail de précision. Le striking de haut niveau, c'est un travail, enfin, c'est très précis. Et tu ne peux pas baser la victoire sur de la précision, c'est dur. C'est faire une carrière comme Conor McGregor a fait, à décrocher des têtes en mode sniper, en mode je touche José Aldo, il tombe, je vais chercher, je touche, il tombe. C'est très compliqué, c'est rare, c'est difficile, c'est pas facile. Euh, et, mais il y a une tendance quand même qui donne espoir aux gens qui ont beaucoup de strikers. Dans notre pays, on a beaucoup de strikers. En France, le MMA français a beaucoup de strikers, de bons strikers. Et je pense que ça donne, c'est de bon augure. J'ai l'impression que le striking reprend le dessus la compétition de haut niveau en MMA. J'ai l'impression, tu sais, qu'il y a ces vagues-là où, il y a un moment donné, il y avait les lutteurs qui dominaient le MMA. Ensuite, sont arrivés les Brésiliens qui ont soumis les lutteurs. Ensuite, les lutteurs ont regardé Internet, ont après fait le jiu brésilien et ont rééquilibré les choses, ont annulé le jiu brésilien. Les strikers ont disparu et les strikers reviennent à un moment donné avec Lyoto Machida, avec Anderson Silva. Ensuite, ils redisparaissent. Je pense qu'on est sur une nouvelle vague de strikers. Je, je, Ok, je pense ouais. que de plus en plus, les lutteurs à force, les strikers à force d'être traqués, d'être amenés au sol, d'être machin, ils commencent à développer des choses qui sont au-delà
de la lutte. Et Et donc, c'est ce que, oui. c'est ce que je n'arrête pas de dire que la non-lutte, l'anti-lutte est encore beaucoup plus efficace que la lutte quand tu as la compréhension de l'anti-lutte, quand tu as la compréhension du déplacement, quand tu as la compréhension du langage non verbal, du faux langage, du langage corporel qui te fait hésiter à shooter parce qu'à chaque fois, je change de garde, parce que je change de position, parce que je change d'angle, parce que je change de distance parce que je change la distance quand je suis dans les angles morts et surtout parce que je maintiens l'interdistance qui nous sépare. Et ça, c'est quelque chose qui est long à travailler au départ. C'est plus facile, je m'entends quand je dis c'est plus facile, c'est plus constant de gagner, souvent au haut niveau, quand tu passes en force avec de la grosse boxe anglaise et de la lutte en mode Kamaru Usman. Ces gens-là ont plus de constance à pouvoir durer dans ce domaine-là. Il est difficile d'aller du Ousmane, comment dire, Habib aussi, pareil. C'est un domaine où tu peux rester longtemps parce que tu commets une erreur, c'est pas bien grave. Tu vas te réajuster. Tu sais que dès qu'il y a contact entre Conor et toi, tu le touches, le plies. Conor, lui, celui qui joue le rôle de Conor ou de Sugar, c'est de la précision. C'est je dois toucher très précis à un moment donné. Si je loupe mon timing, ça se complique pour moi. Et j'ai l'impression que de plus en plus, c'est les temps forts qui fabriquent les hommes forts. Je pense que les temps ont été très, très durs pour les strikers ces derniers temps et que ça fabrique des hommes forts et qui sont en train de réfléchir et de s'améliorer et de trouver des solutions pour s'améliorer. Faut quand même imaginer que Aljamain Sterling a forcé la main à Cejudo, quoi, en grappling. Et que, bon, il n'a pas trouvé des solutions tout de suite face à Sean O'Malley. Euh, ouais, on est obligé de l'accepter. Il est bon. Il est définitivement bon. Et pour battre un mec comme Sean O'Malley, alors, quelle serait la réponse? Enfin, comment t'attaquerais le problème, toi? Bah, au-delà d'attaquer le problème, c'est déjà une affaire de casualité déjà dans la vie. La vie n'est pas faite que de certitudes. Le combat, quand on est jeune, quand on est frais, quand on a un jeune coach, on se dit qu'on sait tout, on a tout compris, on est sûr de soi, on pense qu'on maîtrise tout. Mais la réalité, c'est que ce bras arrière de Sean O'Malley, il arrive 1 millimètre en dessous, ou même 1 micromètre au-dessus. C'est pas le même combat. C'est pas le même combat. Et ça démarre, si ça démarre mal, il fait un faux pas, il est coincé sur la cage, il y a une ceinture au niveau du bassin, c'est peut-être pas le même combat. Il faut déjà mettre ça dans. Il faut déjà rappeler ça aux êtres humains et dire attention, c'est pas toujours. Il n'y a pas toujours des solutions sûres. En mode, si Hmm. tu fais ça, ça marche. Bah sinon, c'est facile. Sinon, tout le monde ferait ça. Sinon, très rapidement, on mettrait tous des stratégies en place et ce que tout le monde battrait Israël à Adesanya. Mhm. Mais c'est pas facile de battre Adesanya parce que la manière dont il se déplace, c'est pas simple de le battre, tu vois. Euh, je pense simplement que celui qui va pouvoir battre Sean O'Malley, c'est quelqu'un qui va être constant et relentless. Comment on dit, quel est le mot que je peux choisir pour relentless? Oui, qui ne s'arrête jamais, Voilà, l'expression que tu aimes beaucoup, qui ne s'apitoie pas sur son sort. c'est ça. C'est quelqu'un qui ne va pas euh, avoir pitié de lui-même dans le sens de la douleur ou de la pénibilité de ce qu'il va essayer de faire. Si je fais 10 aménaux au sol et que le gars se lève 10 fois, alors je vais faire la 11e aménaux au sol. Si j'en fais 99 et qu'il se relève, je vais en faire 100 jusqu'à ce qu'il ne se relève plus. C'est ce genre de lutteur qui pourrait mettre en danger Sean O'Malley. C'est le genre de lutteur parce que tu vas dire, OK, quand tu l'amènes au sol, il faut absolument trouver une solution pour le soumettre tout de suite. Mais les personnes qui sont très, très bons au point de pouvoir soumettre Sean O'Malley, donc ça veut dire qu'ils ont mis beaucoup de temps dans l'espace de grappling, sont fragiles
sur le striking, ont un striking beaucoup plus poreux. Donc, du coup, si tu veux réduire les chances que Sean O'Malley te mette KO, il faut qu'il y ait de la complémentarité dans ton apprentissage. Et s'il y a la complémentarité, vaut mieux que tu sois quelqu'un comme, euh, comment dire, quelqu'un comme Merab au lieu d'être quelqu'un comme Habib. Les deux sont des lutteurs. Habib, il est sous pression. Quand il te met la main dessus, il met la pression, il avance et il va, quitte à ce qu'il fasse des genoux sautés ratés, des coups de pied ratés, il veut juste mettre la main sur toi. Ensuite, il va te tordre, il va te plier, il va t'amener, il va mettre de la pression. Mais avec comme quelqu'un comme Sean O'Malley, c'est dangereux d'être brutal dans tes entrées. Maintenant, quand tu as un mec comme Merab, il est tellement en train de changer les codes de sa radio. J'appelle ça les codes de la radio. C'est un code qu'on se donne à la salle avec mes gars. C'est de dire que quand je parle de changement de code des radios, c'est de ça que je parle. C'est de dire qu'il y a une fréquence à laquelle ton adversaire te capte. C'est une fréquence radio. Et en gros, pour brouiller la piste, c'est que ton adversaire ne capte pas la radio de communication que tu as avec ton coach. Tu vas souvent changer de code, de numéro, en fait, de l'onde de diffusion de ta radio. Et Merab est très bon dessus. Un coup, il est sur la single leg. Il n'a même pas terminé, il n'a même pas essayé de conclure la single leg. La moindre résistance, il a lâché, il t'a mis un coup de coude. La moindre offensive de ta part ou de tentative de représailles au coup de coude, il a déjà rechangé de niveau, il est sur le double leg. La moindre résistance du double leg, il prend le virage, il est dans ton dos. Tu redéfends le dos, bah, il revient avec un high kick dans ta tête. C'est cette complémentarité-là, avec cette résilience à lutter, boxer, qui pourrait venir à bout de Sean O'Malley. Encore faut-il que tu te protèges sérieusement le menton pendant que tu fais tout ce cinéma de changement de canaux. Et on est d'accord, Fernand, que c'est plus facile, encore une fois, entre guillemets, de prendre un lutteur, d'avoir un lutteur d'exception et de lui, comment, inculquer un petit peu des notions de striking plutôt que d'avoir quelqu'un et de, enfin, comment dirais-je, j'ai l'impression que avoir ce sens du timing, c'est quelque chose, soit les gars l'ont, soit ils l'ont pas. Ça s'apprend, alors le timing. Ouais, le timing, ouais, il faut l'avoir quand même. Il faut le développer à un moment donné. Il faut le développer à un moment donné. Il y a des périodes où ça vient et des périodes où ça ne vient pas. C'est pour ça que je parle souvent d'état de flow. Quand tu vois le combat Conor contre Eddie Alvarez ou que tu vois le combat de Cowboy Cerrone contre ce jeune, je ne sais plus comment il C'est s'appelait, Rick c'était Story. pas... Rick Story, non? Oui, c'est Où il ça. fait son Où combo, ouais. Ouais. voilà, il lui fait ce combo magnifique de quasiment quatre coups et tous les quatre coups rentrent. C'est un état de flow. Ce n'est pas toujours constant. Il y a des fois où Conor a essayé de boxer, c'était brouillon parce qu'il n'était pas en état de flow, parce que ce n'était pas, il n'y avait pas de congruence dans la manière de boxer. Et puis, il y a des fois où ça va passer tout seul. C'est pour ça que je te parle d'un sport de précision, finalement. C'est que au, au, au-delà de tout ce qu'on fait, il faut du timing et de beaucoup de précision. Le coup de coude où Cyril Gann fait semblant d'aller faire un takedown et il met le coup de coude retourné à Derrick Lewis, tu le mets 10 fois, normalement tu as 9 fois de KO. Tu vois le nombre de G qui bougent, enfin, l'effet de la gravité avec la sueur qui s'arrache du visage de Derrick Lewis à ce moment-là. Mais c'est une affaire de précision et de timing. Si tu loupes et que tu n'as pas été précis, bah, tu tapes juste à côté, un centimètre à côté, c'est plus bon et tu n'as pas ton KO que tu voulais. Et c'est comme Hmm. ça. Mais quoi qu'il en soit, je pense que je suis d'accord avec toi qu'il est plus facile avec les appuis de lutteur déjà. Un lutteur, ça a des appuis très forts. Et un boxeur qui a envie de frapper fort, il est souvent assis, il est en contact avec le sol avant de décrocher ses frappes fortes. Quand tu es très volatile et que tu as un déplacement sur la pointe des pieds, tu développes moins de force que quand tu es assis, comme on dit en boxe.
Et les lutteurs sont déjà assis à la base. C'est pour ça que les, dans le classement des 5 plus gros frappeurs de l'UFC, il y a souvent des lutteurs. Hmm. Dans l'histoire de l'UFC, comme Dan Anderson, c'est un lutteur qui a su avoir le transfert de poids par la lutte et qui a transformé ça en grosse frappe en boxe. Donc, oui, il est plus facile d'inculquer ça à un lutteur que de pouvoir inculquer le timing à un striker ou même les déplacements. C'est pas facile. Je donne beaucoup de crédit à son coach, Tim Welsh qui a su prendre. C'est une petite team, hein. C'est vraiment, ils ont une petite équipe et tout, et il a su prendre sous son aile Sean O'Malley et il a développé avec lui quelque chose d'extraordinaire. Mais en tout cas, Sean O'Malley est définitivement champion du monde à l'UFC. Chapeau bas. Fernand sans transition. Le très très gros sujet de la semaine. Je ne sais pas si toi tu es au courant, en tout cas que si tu as des. Je pense qu'il y a des anciens athlètes à toi qui sont dedans, ou même des athlètes, peut-être que tu es dans le truc. C'est le gros procès, recours collectif qui va y avoir contre l'UFC. 8 ans que c'est en train de se préparer, depuis 2014 précisément. Donc ça concerne 1200 combattants qui ont combattu à l'UFC entre 2010 et 2017. Est-ce que toi c'est quelque chose, donc là les gens commencent de plus en plus à en parler. Est-ce que toi, c'est quelque chose où tu as été, entre guillemets, consulté, mais où en tout cas, il y a de tes athlètes qui en ont parlé? Est-ce que c'est quelque chose où tu te dis, on peut peut-être avoir une révolution? Parce que, en gros, ce qui est reproché à l'UFC, dans sa globalité, hein, c'est d'avoir abusé l'UFC aurait abusé d'une position dominante, que ce soit dans les négociations de contrats avec les combattants ou même vis-à-vis de la concurrence. Et quand je dis de la concurrence, c'est des organisations qu'ils auraient achetées ni plus ni moins que pour les éteindre. Bah, tout le monde est au courant, tout le monde on en a parlé, c'est un gros phénomène, c'est une vraie, ça pourrait être l'histoire qui bascule sur une nouvelle ère du syndicalisme en fait sur les sports de combat finalement. C'est comme ça que je vois les choses. Euh, je ne vois pas ça comme étant la faute de l'UFC et l'accusation qu'on met à l'UFC. Je pense que elle est un peu exagérée. Je pense qu'il y a un effet de mode qui se passe très souvent. Dès qu'il y a un truc, il y a beaucoup de moutons. Nous suivons complètement une ligne directrice qui est la ligne que nous donne quelque chose. En gros, en 2014, il y a un groupe d'athlètes, je crois qu'ils étaient au nombre de 6, je ne connais pas, je me rappelle pas. Il y avait John Fish, je me rappelle de Conley, je me rappelle de qui d'autre? Il y avait, voilà, en tout cas, ces athlètes-là vont essayer en justice et vont demander à ce qu'on puisse faire un procès antitrust. Antitrust, c'est un procès, en fait, euh, contre des décisions anticoncurrentielles et, en fait, un abus de situation dominante. Parce que trust, c'est les grands monopoles qui ont du monopole en fait sur en fait des grandes sociétés qui ont du monopole sur un domaine et l'antitrust c'est ça, c'est ce qu'on appelle un procès antitrust aux États-Unis. Et c'est la loi Sherman finalement qui était en 1800, je ne sais plus combien, qui était le premier à avoir mis ça en place, ce truc-là qui permettait aux États américains de pouvoir faire de la concurrence avec des pays étrangers. Et donc, on a ça qui est initié en 2014 et il y a un juge qui a décidé là, qui a décidé que dorénavant, c'était officiel, c'était arbitré comme étant une affaire qui allait être présentée en justice de manière officielle dans le Nevada. Donc, dorénavant, il y aura ça. Mais ce n'est pas encore jugé. C'est ça moi qui me touche dans ce procès, c'est que il n'y a rien qui est jugé. Mais la lecture que les gens font de la conclusion du tribunal qui a donné ces 80 pages me choque en fait. C'est complètement en charge. Le mec, le juge en question joue le rôle d'un procureur. Son but, c'est de dire pourquoi le procès doit avoir lieu. Et donc, il joue sa partition et il envoie la sauce. Euh, alors,
il y a plusieurs positions qui sont intéressantes. Je trouve que si ça allait au bout, ce serait quelque chose de bien pour tout le monde, enfin, pour tout le monde, pour beaucoup d'athlètes, ou quasiment tous les athlètes. Ce serait une bonne chose parce que pour le coup, on va simplement encadrer ce métier. Ni plus ni moins. On est en train de reprocher à des gens quelque chose qui n'était pas encadré. C'est tout. Mhm. Pour moi, je n'y vois rien de plus compliqué que ça. Je ne vois pas pour ou contre. Je dis que ce n'est pas encadré. Je dis qu'aujourd'hui, les trucs qu'on va reprocher, par exemple, à l'UFC, c'est de dire euh, le contrat est trop long. Nous, on voudrait que le contrat ne dépasse pas 2 ans. C'est ce qu'ils ont demandé, en fait. Je pense que c'est ce que les plaignants Ouais, demandent, un c'est ça. contrat qui ne demande pas 2 ans. Sauf que la réalité, c'est que aujourd'hui, le contrat ne dépasse pas 2 ans. Le contrat est de 18 mois. Ça, c'est la vérité, mais les gens ne le savent pas. Les gens disent, oh, mais c'est très bien, on va faire le contrat de Francis a duré 5 ans. C'est faux. Le contrat de Francis n'a pas duré 5 ans. Le contrat de Francis, je l'ai signé, je suis celui qui a signé le premier contrat de Francis, qui l'a reçu en tout cas et qui a fait la signature à Francis. Ça a duré 18 mois le contrat. Et le contrat de 18 mois, ensuite, il y a ce qu'on appelle la clause promotion. Et donc, du coup, quand il y a euh, imaginons que tu sois blessé, mais que la promotion pense que tu fais semblant d'être blessé, mais que tu n'es pas blessé. Il y a les fondateurs, les pères fondateurs du premier contrat de l'UFC ont, même celui du Pride d'ailleurs à l'époque, ont décidé de mettre en place une clause qui fait qu'on va repousser ton contrat de façon à ce que les termes de contrat ne puissent pas, que l'UFC puisse quand même, que l'organisation puisse bénéficier du contrat qu'ils ont signé. Ils ont signé pour 18 mois. Ils te présentent un adversaire, tu ne l'aimes pas, tu dis, bon, moi je suis blessé, je ne peux pas combattre. Le timing passe. On te présente un autre adversaire, tu dis, non, je ne le veux pas, je veux un tel. Le temps passe. Finalement, qu'est-ce qu'on fait? On te dit, bon, tu sais quoi, on va prolonger les 6 mois de façon à ce que c'est une manière de geler ton contrat pour qu'il ne soit pas fini et qu'on y trouve un intérêt à pouvoir le refaire, le contrat. Qu'on puisse trouver un intérêt à pouvoir usufruire de tout le contrat qu'on a fait avec toi. C'est quelque chose qui me paraît du bon sens dans du côté de la promotion sportive et du côté du bon sens pour l'équité. Si jamais tu es vraiment blessé, il n'y a pas lieu que je puisse te faire une extension de contrat. Si tu n'es pas blessé ou si tu choisis tes adversaires alors que le contrat dit que je dois te présenter, je ne sais pas moi, 3 combats et que je te présente les 3 combats et que tu ne les veux pas, bon, je veux me laisser un recours qui me permette de faire que je puisse usufruire de l'athlète que j'ai signé, que j'ai payé et sur lequel j'ai fait une certaine promotion. Ça, je l'entends. Maintenant, ce que je dis, c'est que ce n'est pas forcément la vérité. Moi, je ne suis pas un expert en droit concurrentiel. Je pense que le tribunal, au moment où il y aura le procès, s'il y a le procès, s'il n'y a pas de négociation, c'est pour ça, c'est intéressant qu'il y ait un procès. Je pense que le tribunal va permettre de juger et de mettre les bases de quelque chose de solide. C'est toujours compliqué quand tu es le leader et que tu arrives et qu'il n'y a pas de loi. Et tu fais comme tout le monde fait. Aujourd'hui, on tape sur l'UFC, la réalité, c'est qu'il y a des contrats là dehors qui sont beaucoup plus virulents. Le Cage Warrior a une clause qui dit que quand tu as combattu chez eux, même en one shot pour un combat, si tu perds, tu peux partir. Si tu gagnes, il se réserve le droit de te refaire combattre sans aucune autre signature de contrat ou négociation possible. C'est en Angleterre, ça existe. Euh, le One FC, on parlait du One FC, mais je vous propose d'aller demander à Jimmy Vienno ou à Anissa Mexen qu'est-ce qu'ils pensent des contrats du One FC. Ils vous diront qu'ils sont très, très mécontents et c'est compliqué. Ce qui est important de comprendre, c'est que sur les choses qu'on reproche à l'UFC, il y a quoi d'autre? Tu peux me rappeler ce qu'il y avait comme clause qu'on leur reprochait? On reprochait aussi justement le fait de les achats du Strike Force notamment.
Ou en gros, ils ont acheté des organisations pour ensuite les fermer. La réalité, c'est que c'est très compliqué de capter exactement la différence. C'est très subjectif ce qu'on reproche à l'UFC. J'ai vu, par exemple, ce que tu as fait comme documentaire sur l'UFC dans la sauce, que vous pouvez retrouver sur la sueur. Et dessus, tout de suite, vous vous enflammez avec des très gros chiffres. L'UFC pourrait perdre 811 millions jusqu'à 1,6 milliard pour cette affaire. Et si ça allait en procès, il pourrait perdre jusqu'à près de 5 milliards, 4 milliards et des poussières. Je ne sais pas pourquoi, en général, les médias, ils sont très forts, Bloody Elbow, tout ça. Vous aimez beaucoup les chiffres qui sont énervés et ça monte très, très fort d'un coup. Et non, concrètement, il y aura un procès. Ils ont gagné le droit d'aller au tribunal en procès. Pensez pas que Zoufa va aller, que MG va aller au tribunal, les bras croisés avec une petite rose et tout. Ça va, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, il y aura un procès qui va rétablir les règles. Et quelles règles? C'est de dire que aujourd'hui, le Bellator, non, le PFL a contacté, a fait sa levée de fonds grâce à une société, un fonds d'investissement qui s'appelle Ares. Ils ont fait une levée de fonds qui leur a donné pas mal d'argent. Quoi? Tu es propriétaire du PFL, Fernand? Non, Non, attends, non. juste C'est, pour c'est, que les gens c'est- évitent de... non, c'est complètement un homonyme. C'est pas du tout, Ares FC. C'est Ares. Et cette société-là a donc fait une levée de fonds pour le PFL et aujourd'hui, ils ont les moyens et avec les moyens qu'ils ont deviné ce qu'ils font comme première acquisition, achat du Bellator. Parce qu'il n'y a pas de règles. Donc, c'est toujours facile de pouvoir taper sur les autres quand il n'y a pas encore de règles, sauf qu'on oublie que, en réalité, les États-Unis, la loi Sherman elle date de 1890. En Europe, il y a une loi antitrust et tout, qui est une loi européenne aussi, mais qui ne parle pas et qui ne spécifie pas sur les sports de combat ou quoi que ce soit. Donc, la promotion sportive n'a pas de sujet dessus, le syndicat des athlètes n'a pas de sujet. Je dis simplement que ceux qui sont au charbon peuvent comprendre les réalités et les difficultés qu'il y a. Quand on a démarré Ares, on a lutté de toutes nos forces pour pouvoir salarier les athlètes à l'année. Mhm. Ah, on s'est cassé les dents avec la NPE. Impossible de trouver le bon moyen, impossible de bien gérer, impossible de pouvoir étaler les salaires des athlètes. Au final, on a lâché l'affaire parce que trop compliqué. Bonne chance au tribunal euh, qui va traiter le procès, de trouver une formule sur laquelle les athlètes, les 700 athlètes de l'UFC, ou en tout cas déjà les 1200 athlètes concernés entre la période de décembre 2010 et juin 2017, comment on va les compenser. Ensuite, il y a un nouveau procès qui s'enchaîne entre 2017 jusqu'à nos jours, qui est une stratégie très intelligente de la part des avocats du collectif qui porte plainte. C'est qu'ils ont juste à poser deux périodes différentes de façon à ce que quand la première période va s'essouffler, il y aura une deuxième période et l'UFC sera tout le temps sous pression. Moi, ça m'arrange. Dans la période de la deuxième période et tout, il y aura William Gomis. La première période, il y aura Guillaume Couté là-bas. Enfin, j'ai pas mal d'athlètes qui ont combattu aux États-Unis à cette période et qui font partie des personnes qui vont être récompensées si jamais il y avait des sous. Ce qui me pose problème, ou en tout cas, ce sur quoi je voudrais attirer l'attention du public, c'est qu'il est toujours facile d'aller juger l'entreprise de l'autre. Mais la notion de monopole est très, très cloisonnée. On accuse la sueur d'être le monopole des médias et de monopoliser. C'est quoi la limite? On accuse
Oh non, non, on n'accuse pas. Mais on pourrait dire que RMC a le monopole sur les droits télévisés sur le MMA. Concrètement, aujourd'hui, quand nous, on est allé à l'époque sur RMC, le montant que nous donnait sur la même année RMC, on a eu dans la même année un montant pour Ares qui était 12 fois plus important. Parce que, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce qui a, quand tu es en France, qu'on te dit, c'est bah, tu veux, pour le coup, il n'était pas dans la situation pour le coup, l'exemple de RMC n'est pas une situation de monopole, mais plutôt une situation de monopsome. Ça veut dire que les deux choses qu'on reproche à l'UFC, c'est à la fois le monopole et le monopsome. C'est qu'à un moment donné, l'UFC est tellement sollicité qu'ils peuvent juste s'asseoir et attendre que Mhm. les athlètes leur courent après et ils vont combattre pour n'importe quel montant. Ça, c'est l'un des trucs qu'on leur reproche. Cependant, c'est très délicat de déterminer est-ce qu'ils ont le monopole parce que les autres ne sont pas compétents Mhm. ou est-ce qu'ils ont le monopole parce qu'ils ont utilisé les moyens détournés pour pouvoir tuer la concurrence. Le juge, dans ses conclusions de 80 pages, dit carrément, et ça c'est quelque chose qui me choque, même si ça ne choque pas certaines personnes, je ne comprends pas comment on peut le dire et on est tranquille. Le juge qui a pondu les 80 pages dit l'UFC n'a pas le produit magique, la sauce magique, un truc de ce genre. L'UFC n'est pas meilleur que les autres promotions sportives. Ils ont juste utilisé des moyens pour bloquer, mais ils ne promeuvent pas mieux les combattants. Ils ne font pas mieux les shows. Ils n'ont pas des meilleures lumières. Ils n'ont pas des meilleurs sons. Ils n'ont pas des meilleurs PR. Ils n'ont rien de mieux. Ils sont juste des mecs malhonnêtes qui ont détourné et mis en place un système qui favorise le monopole. Moi, je n'ai pas besoin d'être un expert sur le droit concurrentiel pour savoir si un promoteur sportif est bon ou pas bon. Parce que pour le coup, le juge là n'a rien à dire dessus. Il ne peut pas déterminer ses compétences, c'est limite dans le droit concurrentiel, mais il ne peut pas avoir l'expertise. En tout cas, il ne parle pas en tant qu'expert sur le domaine de l'événementiel et de l'événement des MMA. C'est pour ça que je te dis, le procès au tribunal va être marrant. Parce que moi, j'ai la chance de parler avec ceux qu'on considère sur la promotion aujourd'hui, parce que les événements, les promotions sportives sont beaucoup plus importantes les unes que les autres en fonction du domaine sur lequel elles réagissent. Je pense qu'aujourd'hui, le ONE FC est devant l'UFC en termes de nombre de views et de contenu exposés. Je crois Mhm. qu'ils sont à 13 millions de vues quand l'UFC est à 13 milliards de vues quand l'UFC est à 6,6 milliards de vues. Parce qu'ils sont allés sur un marché asiatique où il y a 4 milliards de personnes qui consomment. Et donc, même dans leur petit écosystème asiatique, ils réussissent à faire des chiffres de fou. Je ne sais plus combien ils font en termes Oui, ouais, mais c'est colossal, ouais. Sur les réseaux sociaux, ils sont devant c'est l'UFC, ouais. monstrueux. C'est Mm. monstrueux en termes de quoi en termes de... oui, c'est ça. C'est 13 milliards de vues carrément quand l'UFC a 6,6 milliards. Et ils ont, je crois, euh, 200, 258 millions d'abonnés à la télévision quand l'UFC... non, 400 millions d'abonnés quand l'UFC a 258 millions, un truc de ce genre. Ça, c'est le One FC. Et malgré ça, tu ne peux pas dire que le One FC a le monopole sur Mhm. sur la télévision, puisque en termes d'argent, l'UFC a quasiment plus de 90% de tout le,
le capital financier autour du MMA mondial. Et puis à côté de ça, tu as le PFL qui arrive avec quelque chose d'original où ils ont le monopole sur un domaine qui est de dire, nous, on fait des saisons. On fait des saisons comme tout le monde, on organise, on fait ça. Et moi, quand je parle avec Pete, qui est le numéro un du PFL, vous l'avez vu récemment au MMA Factory, bah, il te dit, bah, il n'y a pas photo. Ils sont très bons. L'UFC, ils sont très, très bons. Il te le dit de sa bouche. On est en train de se battre, on va remonter, on va prouver qu'il y a de la, on va prouver qu'il y a comment dire, de l'alternance, le mot que je cherchais, c'était une autre, Alternative. de l'alternative. OK. Et on va prouver qu'on peut avoir autre chose, mais entre-temps, je te dis, l'UFC, ils sont très, très forts. Ils sont très loin devant. Et le juge arrive, il dit, parce qu'il veut prouver et argumenter sur son truc et donner et faire qu'on puisse accepter ce procès, il va dire, l'UFC n'a rien de spécial. Ils n'ont pas la sauce magique. Ils ne sont pas plus bons que les autres. Ils ont juste mis en place des méthodes qui permettent de concurrencer. Euh, des organisations qui se font acheter, des sociétés même qui se font acheter. Regarde le nombre de sociétés qui émergent Mhm. dans le milieu de l'entreprise. Imagine si aujourd'hui on venait te bloquer, on te dit, bon, on ne veut pas que ta société merge avec telle société parce que vous pouvez devenir un monopole. C'est relou. C'est pour ça que j'attire l'attention des gens sur le truc de dire, ne jugez pas l'histoire de l'UFC comme c'est loin de vous et que ça ne vous concerne pas. Ça vous arrange. Mais à chaque fois, on a déjà parlé de l'histoire des pays où je t'ai Mhm. dit, oui, moi je l'entends, moi je serai le premier, j'ai plein d'athlètes à l'UFC, j'aimerais qu'on les paye mieux parce que si on les paye mieux, on me paye mieux. Donc, je suis mieux payé, je suis indexé sur ce qu'ils gagnent, donc si on les paye mieux, je suis mieux payé. Cependant, il faut avoir la clairvoyance de se dire que en toute entreprise, il y a des limites sur lesquelles on peut chacun a sa limite sur son modèle de business qu'il peut payer et il a le montant qui lui reste pour réinvestir et faire de la promotion sportive. Si je venais dans ta maison et que je te demandais, bon, est-ce que tu peux me dire le salaire de tes gars que tu as chez la sueur, est-ce qu'ils sont bien payés? Et je fais une espèce de petit vote à bulletin secret, je pense que je pourrais avoir un qui balance et qui dit, ouais, moi je trouve qu'on est mal payé et il faudrait qu'il y ait un syndicat qui se crée chez nous et qu'on demande à Guillaume de mieux payer. Si moi si j'allais à RMC pour reprendre l'exemple que j'ai pris tout à l'heure et que je disais, bon, les gars, à propos de paye, moi, il y a Cyril qui a fait un film qui a fait 3 millions de vues. Vous appelez ça des films. Ce sont des documentaires que vous faites, vous appelez ça des films. Films sortis sur Manon Furo, films sortis sur machin. Est-ce que vous payez vraiment ces gens? Parce que moi, quand je vois ce que YouTube me donne, je vois que ça donne quand même un peu d'argent. YouTube me permet de récupérer des sous. Bon, la monétisation de YouTube avec les vidéos qui sont faites de tous ces athlètes français qui passent pour la bonne cause et développer le MMA, ça engendre quand même de l'argent. Cet argent-là, est-ce qu'il est restitué et réparti correctement chez les athlètes? Non. La réponse sera non. Et du coup, le boss de RMC va me dire, mais de quoi tu te mêles? Mais ce que je veux dire, c'est que chacun dans son petit domaine à lui et dans son métier Mhm. à lui devait réfléchir dessus et c'est de dire cette, régularis cette, cette régularisation qui va avoir lieu, ce procès qui aura lieu, cette régularisation qui aura lieu. Est-ce qu'on comprend bien que ce n'est pas le procès contre l'UFC, c'est le procès pour établir la norme pour toutes les promotions sportives? Parce que la réalité, c'est que nous, les autres promotions qui arrivent après, on fait quoi? On a juste Mhm. calqué tout ce qui se faisait comme contrat. On a changé de là et ça et là des contrats, des détails, la structuration de la paye.
sur Ares, on a décidé de la faire à notre sauce avec notre ADN à nous, quand les autres ne le font pas. On a choisi chacun de faire son modèle un peu comme on peut. Mais la réalité, c'est qu'on l'a tiré d'une source, c'était la source initiale. Voilà, c'était important pour moi de donner ce point de vue, mon point de vue en disant, c'est bien ce qui se passe, mais en tant que supporter, nous, on aime le show. Nous, on a juste envie de voir des gens combattre. Quand ils combattent, on est content. S'ils sont mieux payés, on est content parce qu'on fait du populisme, parce que c'est la mode, en fait, de faire du populisme. Vous, les médias, qu'est-ce que vous faites? Vous vous rangez du côté des combattants et comme ça fait, vous êtes les gens qui venaient aider les veuves, tu vois, et Non, les non, orphelins. moi, je suis partagé par rapport à ça. Je suis partagé par rapport à la question UFC, enfin, de ce qui va se passer. Je trouve que c'est intéressant parce que la porte a été ouverte, mais c'est vrai que, notamment sur la question de, pour les contrats, l'impossibilité pour les combattants de connaître leur valeur, c'est vrai que sans l'UFC, pour beaucoup de gars, et dont, c'est ce que je voulais aussi en parler, Aljamain Sterling en conférence de presse, il a expliqué que bah, sans l'UFC, enfin, l'UFC lui a permis de vivre ses rêves aussi. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gars qui doivent énormément à l'UFC. C'est juste, et c'est ce que je dis souvent, moi, pour moi, passer un certain point, il n'y a plus besoin de l'UFC. Mais pour tous ces gars-là qui sont avant le passage à ce certain point-là, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Bah, tu fais ton choix. Ce que je veux dire, c'est que les gens pensent qu'il y a eu un miracle à la sortie de Jazz ou de Francis. Il n'y a pas de miracle. Tu ne signes juste pas le contrat. Si tu ne veux pas 8 combats de plus, tu ne signes pas ton contrat. Effectivement, tu vas être mal payé parce qu'on ne t'augmente pas si tu ne signes pas ton contrat. Mais tu n'as pas à t'en faire puisque tu vas devenir millionnaire plus tard. Tu vois cet exemple de comparaison, je te parlais des médias qui aiment bien faire du sensationnel. Voici la narration qu'on donne. Est-ce que tu te rends compte que euh, Ned Diaz dit que il a touché en un combat de boxe le montant qu'il a touché pour toute sa carrière à MMA et ça fait quand même 27 combats. What the fuck? C'est du sensationnel pur et dur. Si je prends un mec qui joue au volley et il passe du volley, le contrat plafonne au volley à 1 million. Il va jouer au football. Le contrat plafonne au football à 100 millions. Ah, je ne peux pas comparer les deux. Ça n'a pas de sens. Hmm. Ça n'a pas de sens. Vous parlez de la boxe anglaise qui est au haut niveau quand tu vas boxer avec. Qu'est-ce qui donne l'argent? Ce qui donne l'argent, c'est le pay-per-view. Les meilleurs pay-per-view que font l'UFC plafonnent à 2,4 millions. Les meilleurs pay-per-view que font la boxe anglaise plafonnent à 4 millions. Bah, tu t'es dit, le spectateur de la boxe anglaise paye plus. C'est normal que quand tu vas en boxe anglaise, et ce sont les mêmes journalistes qui racontaient que ils estimaient que le combat de Francis contre Tyson Fury pourrait rapporter à Francis 100 millions de dollars. On ne les entend plus depuis qu'on parle de 8 millions. Hmm. Parce qu'il y a toujours ça où les gars aiment bien ce qui est. Ils veulent mettre des gros chiffres pour que ce soit en mode waouh, c'est incroyable. Non, c'est vrai. Le gars, il a galéré comme ça, il était bloqué. Oh non, non. La réalité, c'est que tout le monde aujourd'hui peut le faire. Tu n'as pas envie de rester bloqué dans un contrat. Tu lis la date avant de commencer. Tu dis, bon, le contrat, il va durer 18 mois. OK, moi, je voulais un contrat de moins de 2 ans. Dans 18 mois, je vous quitte. Et donc, dans tes 18 mois, quand tu signes ton contrat, il est prévu que tu vas faire 4 combats. Premier combat, 10 000, deuxième, 20 000, troisième, 40 000, machin, 60 000. 60 000, tu sors, ton contrat est fini, tu sors, tu rentres chez toi et tu vas faire la boxe anglaise. Imagine Ned Diaz sortir après 4 combats à l'UFC,
18 mois et il dit, je veux faire un combat de boxe anglaise. À ton avis, il affronte qui? Hmm. Mais non, ce serait différent. Ouais. Donc, donc voilà, je pense que euh, c'est un procès qui va beaucoup avancer les choses pour le MMA parce qu'il y aura un cadre. Mhm. De la même manière qu'en 2020, Et si ça se printemps passe, il y aura 2020, un avant-après, ouais. voilà, printemps 2020, il y a eu la légalisation du MMA. Ce n'était pas forcément pour sanctionner le MMA et mettre des interdits au MMA. C'était pour donner un cadre et dire dorénavant, quand vous voulez enseigner du MMA, il vous faut avoir un diplôme qui s'appelle CCMMA. CCMMA pour certificat complémentaire des MMA. Le texte de loi dit dorénavant, c'est le diplôme d'État qui encadre ce sport. Parce qu'avant ça, il y avait un vide juridique qui faisait que n'importe qui pouvait enseigner le MMA. Ensuite, pour pouvoir rattraper le vide juridique, on a dit tout le monde détenteur du diplôme d'État de GEPS, de l'un des sports de combat cités, karaté, judo, boxe, machin, peut enseigner le MMA. Et aujourd'hui, on a la loi qui s'est précisée en disant dorénavant, l'unique et le seul diplôme d'État qui concerne le MMA s'appelle CCMMA. Voilà un peu ce qu'on attend de, voilà ce que moi j'attends de ce procès. C'est de dire que dorénavant, on aura des guidelines, on saura, nous les promoteurs sportifs, quoi faire. Les athlètes sauront dorénavant quels sont leurs droits et pourront mieux se défendre. Hmm. Et c'est une bonne chose, mais c'est pas, il n'est pas dit que les 1,6 milliard dont vous parlez, l'UFC va les payer. Il n'est pas dit ils ne vont pas les payer. Je veux juste qu'on y aille. Et il n'est pas dit qu'on doit prendre tout ce que le rapport du tribunal qui a fait un rapport à charge pour donner l'opportunité de porter l'affaire au tribunal, d'être jugé. Il ne faut pas que ce rapport-là soit pris pour argent comptant et que les gens soient en train de spéculer en disant que les accusations qui sont dessus sont vraies. C'est compliqué de prouver que le monopole n'est pas parce qu'ils ont surclassé complètement la concurrence. Parce que le nombre de personnes qui se sont lancées avec beaucoup plus que 2 millions à l'époque de l'UFC pour acheter une ligue et pour faire des ligues et qui ont échoué, il y en a un paquet. Hein. Mhm. Donc, au bout d'un moment, c'est difficile de dire que ces mecs-là, ils sont incompétents et nani, nana. Oui, non, non, ah non, je pense que tout le monde pense qu'ils sont compétents, mais c'est voilà, abus de position dominante. Mais ça va être. Mais en vrai, je pense que ça va vraiment être intéressant de voir ce qui va se passer pour la suite, en tout cas pour l'UFC, et même comme tu as dit, hein, pour le sport en général, parce que c'est vrai que les effets de ça pourront être assez énormes pour la suite. Bon, bah, ce week-end, le retour de l'UFC avec Max Holloway contre Korean Zombie. Pas vraiment de suspense, on est d'accord? Même Pas si on peut se beaucoup. tromper, hein. Mais c'est pas qu'on peut se tromper, c'est que l'UFC, c'est devenu n'importe quoi. L'UFC, c'est une dinguerie. Il y a très, très peu de personnes sur la planète qui ont vu Sean O'Malley gagner. Il y a très peu de personnes sur la planète qui ont vu Dricus du Plessis gagner contre Whittaker. Il y a très peu de personnes qui ont vu euh, Juliana Peña battre, comment elle s'appelle, Amanda Nunes. Amanda Nunes. Mais voilà, c'est le MMA. C'est pour ça qu'on adore ce sport. C'est juste extraordinaire. C'est fantastique. Tout est possible. Et ben voilà, réponse la semaine prochaine pour peut-être d'autres surprises, Fernand. Come